Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Joseph Korkmaz, Présence du cinéma libanais 2019. Anna Vera, Le cinéma portugais, Histoire, culture et société 1963-2015-2019. Étienne Janot, Les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur 2019. Paul Obadia, La Belle et la Bête de Jean Cocteau 1948, Une affaire de genre 2019. Michel Estève, Bernanos au cinéma 2019. Juan Marin, Le jeu des Ménines de Picasso. Petit guide pour une lecture interactive 2019. Frédéric Ardouin, L'art cinématographique selon Godard. Introduction aux histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, 2019. Dominique Château, Contribution à l'histoire du concept de montage Kuleshov, Pudovkin, Vertov et Eisenstein, 2019. Lakri Chérifi, L'image du corps féminin dans les silences du palais, corps opprimé ou rebelle, 2019. Éric Costeix, Georges Franju. L'image désincarnée, 2019. Noël Birch et Geneviève Sellier, La drôle de guerre des sexes du cinéma français, 1930 à 1956, 2019. Franck Touret, Alain Resnais, Le pari de la forme, 2019. Florent Barrere, C'est la Cante. Une espèce animale à l'épreuve des médias, 2018. Alexia Roux et Saad Chakali, Humanité restante. Pensez l'événement avec la série The Leftovers, 2018. Guillaume Lavoie, L'imaginaire du chemin de fer dans le western américain. Essai sur un mythe cinématographique, 2018. Jean Montarnal, La qualité française. Un mythe critique, 2018. François Martin Dir, Animé Starevitch, 2018. Avant-propos, entre cinéphilie et movie-going, usages ordinaires du cinéma dans la France d'après la Seconde Guerre mondiale. Delphine Chedaleux, Mélisande Leventopoulos. Comment faire interagir une histoire culturelle du goût et des jugements critiques avec celle de la vie des salles de cinéma et des pratiques quotidiennes des publics? Le faible essor, jusqu'à une période récente, de l'histoire de la réception du spectacle cinématographique en France, entendu dans son sens le plus large d'appropriation sociale et culturelle du média dans ses techniques, ses produits et ses diverses manifestations, ne laisse pas d'interroger. Le chassé-croisé entre deux notions recouvrant des réalités sensiblement divergentes n'y est probablement pas étranger. En effet, à l'américain movie-going ou à l'anglais cinema-going dont la traduction littérale, insatisfaisante, n'est pas usitée, l'historiographie française du cinéma préfère parler de cinéphilie. La centralité de ce terme, intraduisible en anglais si ce n'est par le peu commun cinéphilia, semble avoir ainsi conduit jusqu'à récemment en France l'histoire du cinéma à rejeter l'étude des publics. Au demeurant, la pluralité des cinéphilies a été soulevée en 2010 par l'ouvrage de Laurent Julier et Jean-Marc Levrato, puis étayée par les travaux issus du programme de recherche Cinépop 50, Cinémas et cinéphilie populaire dans la France d'après-guerre 1945 à 1958, financé par l'Agence nationale de la recherche. Organisé dans ce cadre, à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, le séminaire animé par Laurent Julier, Jean-Marc Levrato et Geneviève Sellier au cours de l'année 2013-2014 a particulièrement souligné l'intérêt d'appréhender, hors de toute posture surplombante, les pratiques cinéphiles des spectateurs et spectatrices des années 1940 à 1950. Le présent ouvrage donne la version remaniée d'une part des interventions. Il s'agit donc de prolonger l'effort d'investigation des pratiques de consommation du cinéma qui a déjà permis ces dernières années l'ouverture d'un espace de croisement disciplinaire entre histoire du cinéma, histoire culturelle et sociale, visual studies, sociologie de l'expertise mais aussi études de genre.
Entre moviegoing et cinéphilie, ce numéro est l'occasion de tester la pertinence épistémologique de la notion des usages ordinaires du cinéma. Utilisée de façon éparse mais n'ayant à notre connaissance jamais été constituée en catégorie, celle-ci paraît propice à l'appréhension de pratiques difficilement cernables car protéiformes et parfois volatiles, à propos desquelles le qualificatif de culture cinématographique, également employé ici même dans une acception quasi équivalente, semble toutefois trop restrictif pour révéler le phénomène dans toute son amplitude. Nous préférons par ailleurs le terme ordinaire, qui était revenu à plusieurs reprises lors du séminaire, à celui de populaire, en raison de la polysémie de ce dernier et de la confusion qu'il engendre généralement entre culture populaire, au sens de culture de masse, et classe populaire. Parler d'usages ordinaires permet de désigner les comportements du commun des spectateurs et des spectatrices, c'est-à-dire de celles et ceux qui ne relèvent pas de l'élite culturelle ni de la cinéphilie dite savante, sans les réduire aux seules classes populaires. Il faut toutefois d'emblée préciser que les pratiques spectatorielles dans leur formidable banalité restent souvent hors de la portée du chercheur. Le trompe-l'œil des sources, notamment de presse, conduit en effet souvent à appréhender les dimensions les plus extraordinaires de ces usages ordinaires. Par conséquent, et bien que la diversité des sources employées constitue l'un des fils directeurs de ce numéro, nous ne prétendons pas délimiter cette notion de façon exhaustive, mais souhaitons poser quelques éléments de réflexion sur les dynamiques sociales liées au cinéma dans la France d'après-guerre. Arpenter quelques-uns des territoires et frontières des usages ordinaires du cinéma dans les années 40 et 50 où ce média constitue le premier loisir des Français. Tel est donc l'objectif du présent numéro, dont la caractéristique est d'aborder le rapport des spectateurs et spectatrices au cinéma comme un enchevêtrement constant d'expériences esthétiques, culturelles et sociales. Il est désormais acquis que les cinéphilies débordent le seul temps du visionnement des films en salle. Aussi ce numéro se concentre-t-il sur les médiations structurant les relations entre les publics et le cinéma, qu'elles soient informelles, communautaires, propagandistes, associatives, éditoriales et ou entrepreneuriales. Écrire l'histoire de ces usages suppose en outre d'avoir recours à un panel large et diversifié de sources non-films, revues et magazines, contenu éditorial et courrier des lecteurs, lettres de fans, correspondances amicales comme sources orales, collectées individuellement ou en groupe, sont autant de supports mobilisés ici afin d'éclairer l'univers cinématographique coutumier des spectateurs et spectatrices du milieu du siècle dernier. Note des directrices de l'ouvrage à l'automne 2019. Cette publication a mis plusieurs années à voir le jour en raison des contraintes éditoriales imposées par un premier éditeur. 3 ans se sont écoulés entre la remise des textes définitifs par les auteurs et autrices et la mise en route du processus d'édition. Nous restons cependant convaincus que l'actualité scientifique de l'ensemble demeure, malgré certains légers décalages bibliographiques. Nous remercions chaleureusement Bruno Péquignot et Guillaume Soulez, qui ont accepté d'accueillir ce travail collectif au pied levé en juin 2019, ainsi que Laurent Julier et Geneviève Cellier pour leur confiance, leur soutien et leur accompagnement bienveillant tout au long de ce périple éditorial. Introduction. Geneviève Cellier. S'il en était encore besoin, et c'est est sans doute le cas pour le monde universitaire français, cet ouvrage, coordonné par Delphine Chedaleux et Mélisande Leventopoulos, consacré aux usages ordinaires du cinéma dans la France des années 1940 à 1950, fait la démonstration de la productivité des nouvelles sources, les périodiques populaires, généralistes ou spécialisés, les correspondances, les journaux intimes, les sources orales, etc., et des nouvelles approches héritées des cultural studies. Paradoxalement, pour trouver des traces des usages les plus ordinaires, c'est-à-dire les plus répandus, du cinéma, il faut quitter les avenues largement arpentées par les revues cinéphiliques, pour emprunter des chemins étroits, éloignés, mal tracés et mal cartographiés. En France, le fossé qui s'est construit depuis 1 siècle et demi entre la culture de masse et la culture d'élite est devenu tellement large que les institutions culturelles patrimoniales comme la Cinémathèque française se désintéressent complètement des magazines populaires de cinéma, sans même parler de leurs archives, pourtant extrêmement nombreux depuis les années 1920. L'IMEC n'accueille que les archives des producteurs, individuels ou collectifs de la culture cultivée,
et le mépris de la culture de masse est tellement intériorisé, y compris par celles et ceux qui la produisent, que les archives de ces magazines populaires ont totalement disparu avec les magazines eux-mêmes. Parmi les dommages collatéraux de ce mépris généralisé pour la culture de masse en France, il y a les archives du courrier des lecteurs des magazines populaires comme Ciné-Monde ou Film Complet. En effet, cette rubrique, aussi fournie que régulière, était un instrument de fidélisation essentiel pour ces magazines, à travers la constitution d'un véritable réseau de lecteurs-trices réguliers qui dialoguaient via la médiation du responsable de la rubrique. Mais les traces publiées qu'on en a sont forcément très partielles, même si Film Complet sélectionnait des extraits plus larges que Ciné-Monde. Il nous faut donc travailler sur des vestiges presque aussi maigres que ceux dont doivent se contenter les historiens du Moyen-Âge. Heureusement, la durée de vie de certains de ces magazines, presque 50 ans pour Ciné-Monde si l'on accepte la parenthèse de l'occupation, permet de compenser par la quantité et la régularité des traces leur caractère incomplet. Par ailleurs, certaines vedettes ont conservé des lettres d'admirateurs-trices, même s'il s'agit en général d'un échantillon très modeste dont on ne peut évaluer la représentativité, confère le fonds Anne et Gérard Philippe déposé à la Cinémathèque française. L'ensemble présenté dans ce numéro donne une idée assez variée des sources et des méthodes auxquelles on peut faire appel pour documenter les usages ordinaires du cinéma dans cette époque, pas si lointaine des années 1940 et 1950. À la suite des travaux de Fabrice Montebello, Laurent Julier a combiné l'étude des programmes publiés dans la presse locale, une ethnographie des salles de cinéma à Nancy, et des entretiens avec des spectateurs et spectatrices ainsi qu'avec un exploitant de salle, pour analyser les spécificités de l'aller au cinéma après-guerre dans cette ville ouvrière de l'Est de la France et en restituer toute l'étrangeté pour un cinéphile contemporain. Jean-Marc Lèvrateau fait la genèse de la rubrique de courrier des lecteurs des magazines illustrés de cinéma, tout en analysant le retard français dans l'utilisation de ces sources. Il explore, dans un esprit goffmanien, les formes et les fonctions de cette rubrique à partir de ses premiers exemples états-uniens, à la fois lieu d'expression des opinions des consommateurs sur les films et de réponse à leurs demandes d'information, ce qui a permis la formation progressive d'un habitus. Il propose finalement une étude de cas, celle du courrier des lecteurs du film complet sur la période 1950 à 1958, rendue possible par l'indexation complète du contenu de cette rubrique, par titre de film, par nom et par pseudo, faite dans le cadre du programme ANR Cinépop 50. Camille Beaujeau, quant à elle, a entrepris d'étudier la réception populaire de Gérard Philippe, en utilisant d'une part le fonds Anne et Gérard Philippe, dans lequel sont conservées des lettres adressées à l'acteur par ses admirateurs-trices, et d'autre part en dépouillant le courrier de lecteurs de deux magazines les plus populaires de l'après-guerre, Ciné-Monde et Film Complet. Elle montre l'évolution de l'image de l'acteur, entre ses premiers succès auprès du public féminin comme jeune premier romantique à partir du Diable au corps, Claude Autant-Lara, 1947, et le tournant de Fanfan la Tulipe, Christian Jacques, 1952, où la dimension de séducteur devient dominante, ce qui attire le public masculin sans pour autant diminuer son attrait auprès des spectatrices, grâce à son image à la ville de bon époux, bon père et d'homme engagé. Elle fait ainsi la démonstration, dans le sillage de Richard Dyer, que le succès d'une star tient à sa capacité à résoudre magiquement les contradictions de son époque. C'est un autre usage des magazines populaires qu'étudie Delphine Chedaleux, à travers l'étude du concours de Miss Ciné-Monde tel qu'il est organisé et rapporté par l'hebdomadaire dès 1938, puis relancé en 1946 avec sa reparution jusqu'à la fin des années 1950. Destiné à nourrir les désirs d'émancipation et de professionnalisation des jeunes lectrices du journal, le concours aura une ampleur variable et comportera dès 1948 une épreuve de comédie, dans une stratégie de légitimation culturelle. Entre concours de beauté et essais professionnels, le concours témoigne des contradictions socio-sexuées de la période, qui fait miroiter aux jeunes filles des perspectives d'émancipation tout en présentant le mariage comme la destinée naturelle de ses lectrices. Anthony Ressigno s'est penché sur une expérience spectatorielle tout à fait singulière, celle des Mosellans sous annexion nazie entre 1940 et 1944. Grâce à l'étude de la presse locale et des témoignages écrits et oraux de quelques spectateurs et spectatrices, adolescentes à l'époque, le couvercle se lève sur cette période taboue,
où seuls des films germanophones furent projetés, sans pour autant que le public, lui-même souvent germanophone, boude le seul loisir de masse qui lui était autorisé. Mais les traces de réception de ces films, y compris les films de propagande nazie, montrent que leur appropriation, par les adolescents en tout cas, pouvait se faire sur le mode du braconnage culturel et échapper ainsi à la volonté d'embrigadement de l'occupant nazi. Mélisande Leventopoulos s'attache à une autre étude de cas, celle de l'Association de spectateurs Films et Familles, créée à la Libération dans la région de Lille, pour l'éducation du public et la sauvegarde des droits familiaux dans la production cinématographique, et qui a l'originalité de regrouper catholiques et protestants, œcuménisme rare à l'époque. Héritière des mobilisations moralisatrices de l'entre-deux-guerres, et de l'action morale plus ou moins clandestine pendant l'occupation, elle s'inscrit aussi dans le développement des ligues de décence américaines. Mais elle a l'originalité de vouloir former les spectateurs à une appropriation artistique du cinéma, ce dont témoigne son bulletin, qui s'affiche comme une alternative populaire à la presse à scandale. Cette expérience anticipe sur l'instauration à la fin des années 1940 d'un statut du cinéma non commercial, qui permettra le développement des ciné-clubs. Laurent Le Forestier s'attache à décrire une expérience éditoriale, celle du mensuel Ciné-Digeste 1949 à 1950, qui eut pour ambition d'associer cinéphilie populaire et savante. Le magazine, dont le titre même revendique son appartenance à la culture de masse, est créé alors même que l'écran français est repris en main par les partisans d'une ligne communiste stalinienne, ce qui amènera sa disparition en 1952. C'est Jean-Charles Takela, connu plus tard comme cinéaste, qui est le maître d'œuvre de cette entreprise avec Henri Colpi, autre futur cinéaste, et quelques transfuges de périodiques savants ou populaires. Cette volonté d'ouverture se marque par une grande variété de discours sur le cinéma, entretiens, portraits, critiques, analyses techniques et sociologiques, etc., et par l'interpellation systématique des lecteurs tristes dont la parole est régulièrement relayée. Trait d'union éphémère entre différents types de cinéphilie, Ciné-Digeste disparaît au moment où la tendance inverse prend le dessus, avec la création en 1951 des Cahiers du cinéma. C'est la diversité des sources et des approches qui frappe à la lecture de cet ensemble, alors que ce type de recherche n'en est qu'à ses balbutiements. Les chantiers qui s'ouvrent ici devraient susciter des vocations, y compris pour explorer les formes les plus contemporaines de la réception ordinaire à travers Internet et les réseaux sociaux. Aller au cinéma, en France, dans les années 50. Laurent Julier. Si on essaie d'arriver à ce que le passé fasse sens, l'histoire est préférable au mythe, écrit Bernard Williams. Dans un cadre universitaire, qui songerait à le contredire? Mais quand l'objet, au sein du passé, est l'expérience des spectateurs et spectatrices de cinéma, ses difficultés d'application pratique lui font perdre une bonne partie de son caractère d'évidence. C'est que le cinéma, surtout quand le mot désignait à la fois le lieu de consommation d'un produit culturel et le produit lui-même, ouvre un boulevard au déploiement du mythe. Devant un film, on se raconte des histoires, et pas forcément celles que raconte le film. Or plus le temps passe, plus ces histoires se mélangent. Le texte filmique et l'expérience de son visionnement s'entortillent, deviennent des bornes biographiques et dans le build d'un roman qu'on improvise pour répondre aux questions d'un interlocuteur, les passages du passé composés à l'imparfait témoignent parfois autant de l'agrément du souvenir qui résume une jeunesse que d'un pointage minutieux de la consommation. Stocké par bribes, décanté, distillé, le film vu jadis se modifie au rythme des ressouvenirs et des évocations orales. On l'a vu, évoqué, invoqué, oublié, imaginé, et même revu parfois, ce qui ajoute à la confusion. Certes, un film est un ami qui ne vieillit jamais, mais c'est nous qui changeons. Du coup il n'est plus tout à fait le même et ce qu'il est devenu colore rétroactivement ce qu'il nous semblait être. Les années 50 ont 60 ans, et les spectateurs interrogés pour écrire ce chapitre au moins 10 de plus. Or les souvenirs se racontent, mais ils ne se transmettent pas. L'acte de les raconter laisse en effet en route, sauf peut-être chez les grands écrivains, une partie de la richesse sédimentée de l'expérience enfuie. La remembrance, ce serait le moment de remettre en circulation ce terme oublié, parce qu'il semble attirer mieux l'attention que le terme de souvenir sur l'idée d'un travail à fournir pour tirer quelque chose de l'oubli, n'est pas une mince affaire dans le cas des films qui ressemblent déjà beaucoup par eux-mêmes à des images mentales. Mais tant pis.
Tant pis pour les imprécisions et les petites mythifications de l'auto-ethnographie sauvage. Car le but de cette contribution est de restituer l'esprit d'une certaine forme de consommation culturelle inscrite socialement, historiquement et géographiquement. Pour ce faire, une quarantaine d'entretiens oraux ont été menés, en 2012 et 2013, par des étudiants ES du Master Cinéma de l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel, Université de Lorraine, souvent avec leurs propres grands-parents. À ces entretiens s'ajoutent ceux que j'ai faits avec des cinéphiles trouvés par le biais de petites annonces ou dans mon entourage, et avec Jacques Artis, le propriétaire du cinéma Le Royal à Saint-Max. Le chapitre est composé de 3 parties. La première dégage une caractéristique aujourd'hui disparue du commerce avec les films, celle des proximités obligatoires. On ne pouvait pas regarder un film seul et chez soi. La deuxième s'attarde sur le point commun à la plupart des entretiens, le sentiment de bonheur attaché au souvenir des films vus dans la France d'après-guerre. La troisième, enfin, se focalise sur l'exploitation et repose grandement sur un entretien avec Jacques Artis en complément des témoignages précédents. Les proximités obligatoires. Le cinéma des années 50 est fondamentalement un spectacle. Il faut insister sur ce point tant l'approche cinéphile orthodoxe privilégie à l'inverse, la dimension textuelle des films. On a affaire en outre à un spectacle de proximité, dans le sens de la géographie des salles et celui de la topographie des corps. Il propose une expérience faite de 4 composantes si indissociables qu'on les vit comme allant de soi. La salle, la sortie, l'être ensemble, et l'éphémérité du tête-à-tête avec les images. Là encore il convient d'attirer l'attention du lecteur d'aujourd'hui, puisque ces 4 composantes se trouvent désormais déconnectées les unes des autres, et très rarement présentes tout à la fois. D'abord la salle donc. Pas forcément un grand écran, surtout avant l'arrivée du cinémascope, mais un grand espace qui entretient des liens évidents avec le monde des arts du spectacle. De nombreuses salles proposent en alternance autre chose que des films. À Nancy, l'Empire et le Rio accueillent aussi bien Charles Aznavour ou Georges Brassens que des galas de catch et des danseuses de music-hall. À Calais, l'Alhambra, assortie d'un café et d'une pâtisserie, permet de voir des pièces de théâtre. Au Vox et au Roxy, les plus belles salles de Villerou on danse au son de l'orchestre. Au Lion d'Or, à Auxy-le-Château, il y a de la boxe et des courses de home trainer. Quand Odette et Robert fouillent dans leur mémoire, ils parlent d'ailleurs des films qu'on jouait, non des films qui passaient. Alors que passer évoque un détachement quelque peu machinique, jouer consolide le lien avec le spectacle vivant, on joue une pièce, une symphonie, un opéra. Serge Danet ouvre son livre de souvenirs d'un cinéphile des années 50 par une sorte d'aveu connotant rétrospectivement la honte culturelle. On n'allait pas voir un film, on allait au cinéma. Or, si les personnes interrogées dans le cadre de ce chapitre allaient au cinéma, elles choisissaient volontiers le film, en fonction du genre, de la nationalité et de la distribution. Même quand on habite un village à salle unique et que le choix se limite à 2 films, celui du samedi soir et celui du dimanche après-midi, l'exercer est important. Je me souviens d'un truc marrant. C'était ma mère qui avait le pouvoir à la maison. Des fois mon père me demandait « Dis-lui que t'as envie de voir ceci, dis-lui que t'as envie de voir cela », sans que je sache le sujet du film, juste pour qu'elle cède. Il n'y avait que 2 films à l'affiche de toute façon. Mais ce qu'on choisit très souvent c'est la salle. Plus qu'aller au cinéma ou aller voir tel film, on va au Royal ou au Palace. Chaque salle a son atmosphère, sa réputation, sa topographie des sièges, et un nom qui prête volontiers à la rêverie. En général un nom court parce que les lettres lumineuses coûtent cher. Il y a même encore des vestiges des ciné-palaces des années 20, comme l'Alhambra de Calais avec ses tours, dans le style des minarets. Se décider pour une ambiance ou une autre compte beaucoup. À Nancy, 17 salles indépendantes se partagent le marché, mais elles ne sont pas interchangeables. Question de standing, j'aurais jamais emmené une fille au casino, de taille d'écran. À Bordeaux, on avait les salles de quartier qui étaient abordables, bon c'était pas des films très récents qui passaient. Si on voulait de belles salles et des films en cinémascope, il fallait aller dans les beaux quartiers, cours de l'Intendance et place Gambetta. Là on avait les dernières nouveautés, de très belles salles et c'est là qu'on voyait les films sur grand écran. Question d'architecture parfois, au Tiers à Nancy, la salle monte vers l'écran au lieu de descendre.
Nous étions sur une pente arrière, littéralement couchés dans nos fauteuils et on regardait en l'air vers l'écran. C'était la grande innovation. Certes, il y a des dimanches d'affluence où puisqu'on a décidé d'aller au cinéma, c'est ce désir qui remportera sur celui d'aller voir un film précis. À Nancy, quand l'Empire était complet avec ses 1100 places, les gens montaient au pâté ou ils allaient à l'Éden. Ils n'allaient pas rentrer chez eux. C'est comme ça que les grands films profitaient aussi aux petits. Mais les spectateurs n'allaient pas non plus dans n'importe quelle salle. Certaines salles témoignent de l'histoire du quartier, dont elles portent parfois le nom, comme le Lobo Cinéma-Brasserie de Nancy, qui compte une 60aine de strapontins de bois et dont la tenancière vend directement les billets au comptoir. Les deux salles communiquaient. À l'entracte, les gens allaient boire un coup à la brasserie. Il y avait souvent des bagarres. Au Rex, à Boulay-sur-Moselle, passe chaque mercredi soir un film en allemand pour satisfaire certains spectateurs de plus de 50 ans dans cette région jadis annexée. Des histoires d'amour bavaroises sur fond d'Alpes enneigées avec des chansons à l'accordéon. Quant au Roxy à Villeroux, il affiche encore les traces des bombardements de 1944. Et certains adolescents, avant que l'astuce finisse par être découverte, se faufilent par un trou dans les fondations qui communiquent avec les toilettes. Après on sortait deux par deux, en faisant bien attention de ne pas se faire voir par le patron. Les salles s'adaptent au contexte. Les cinémas de Pompey, de Neuve-Maisons ou de Bouligny, tous situés près d'Aciéry, passent des films à peu près en permanence parce que les ouvriers font les 3-8, inclus les projectionnistes qui la plupart du temps sont électriciens dans ces mêmes usines. On n'arrêtait qu'1h30 dans la nuit pour faire le ménage et on reprenait aussitôt. On appelait ça le cinéma cacahuète, parce que les spectateurs en consommaient beaucoup. De même, on ne retrouve pas le ton misérabiliste qu'a choisi Danet pour parler du moment des attractions, cette calme horreur qui représente le refoulé des plaisirs du grand film après que le rideau devant l'écran a grincé. On fait parfois des kilomètres pour voir par exemple Schmoll le magicien dans ses expériences mystérieuses, la malle atomique, révolution dans le domaine de l'illusion. Dernières nouveautés américaines de la magie. Quand le Royal a passé Jane Eyre, Robert Stevenson, 1946, il y avait 500 personnes dans la salle et 500 autres qui attendaient dehors la deuxième séance. Mais ce n'était pas pour ce film déjà vieux de 10 ans, c'était pour Schmoll. Les attractions ne sont pas les seuls liens qui rappellent les cousinages du cirque et du cinéma, car il y a parfois des animations publicitaires de rue pour annoncer les films, comme pour Le salaire de la peur, Henri-Georges Clouzot 1953. Le même camion qu'on voyait dans le film, enfin l'un des deux camions circulait dans Nancy, dans la rue Saint-Jean en faisant hurler ses sirènes avec des écriteaux portant le nom du film de chaque côté. Les trois premières particularités du cinéma d'avant le temps des petits écrans sont bien sûr liées causalement. Un film passe dans une salle, donc hors de chez soi, et sans guère de possibilité d'être seul en face de lui. Si de rares familles possèdent un projecteur domestique, aucune chez nos témoins. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.